J'ai gagné des millions à la loterie et j'ai décidé de ne le dire à personne. J'ai demandé de l'aide à ma famille comme un test. Une seule personne m'a tendu la main. Je m'appelle Cassandra Wilson, mais tout le monde m'appelle Cassie. J'ai 34 ans et mardi dernier, toute ma vie a basculé quand j'ai vérifié mon ticket de loterie et découvert que j'avais gagné 47 millions d'euros. Mes mains tremblaient pendant que je fixais ces 6 numéros qui correspondaient parfaitement. Une fois le choc initial passé, une pensée étrange m'a traversé l'esprit, je n'en parlerai absolument à personne. Cet argent, je le garderai secret. Vous voyez, j'ai une histoire compliquée avec ma famille quand il s'agit d'argent. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Avant de vous raconter cette décision qui a changé ma vie, likez et abonnez-vous pour entendre d'autres vraies histoires sur la loyauté et la trahison familiale qui pourraient bien changer votre regard sur vos propres relations. Avant ce fameux mardi, ma vie était douloureusement ordinaire. Je travaillais comme comptable dans une petite agence de marketing à Portland, gagnant juste assez pour vivre à peu près confortablement, mais jamais assez pour me sentir en sécurité. Mon appartement était modeste, un 2 pièces en périphérie de la ville. Rien de luxueux, mais il était à moi. Chaque matin, je me levais à 6 heures, préparais mon café et commençais ma journée avec cette inquiétude permanente des factures et des délais qui pesaient sur moi. Le travail était exigeant, les semaines de 60 heures étaient devenues la norme plutôt que l'exception, surtout pendant la saison fiscale. Ma situation familiale était, pour le moins, compliquée. Mes parents, Gregory et Diane Wilson, ont divorcé quand j'avais 14 ans et se sont tous les deux remariés dans les 2 ans qui ont suivi. Mon père, Gregory, professeur de physique au lycée, a épousé Stéphanie, agente immobilière au goût dispendieux et au train de vie encore plus coûteux. Ma mère, Diane, a trouvé l'amour avec Warren, un homme d'affaires prospère qui avait plus d'argent que mon père, mais tenait les cordons de la bourse très serrés. J'ai 2 frères et sœurs. Ma petite sœur Lisa, 30 ans, a toujours été l'enfant doré. Elle a obtenu son diplôme dans une université Ivy League, a épousé un chirurgien nommé Paul et vit maintenant dans une belle maison en banlieue avec leurs 2 enfants parfaits. Puis il y a mon grand frère Jason, 36 ans, qui, malgré son charme et son intelligence, n'a jamais vraiment trouvé sa voie. Il passe d'un emploi à l'autre, d'une relation à l'autre, et a fait de l'emprunt d'argent à la famille une véritable forme d'art. Le schéma était toujours le même, appel désespéré, plaidoyer émotionnel, promesse de remboursement, puis silence radio jusqu'à la prochaine crise. La famille élargie n'était pas moins compliquée. Ma tante Martha, la plus jeune sœur de ma mère, était peut-être la seule personne authentique dans notre cercle familial. Malgré un salaire de professeur des écoles qui lui permettait à peine de joindre les 2 bouts, elle trouvait toujours le moyen d'être là quand cela comptait. Elle roulait dans une vieille Honda qui faisait des bruits inquiétants, vivait dans un petit appartement rempli de livres et de plantes, et ne se plaignait jamais de sa situation. À l'opposé se trouvait ma tante Heather, la sœur aînée de mon père, qui avait épousé un homme riche et ne laissait jamais personne l'oublier. Elle passait les fêtes à critiquer les choix de vie de tout le monde et à faire des remarques cinglantes sur ma carrière, mon appartement et mon statut de célibataire éternel. Mon cousin Ryan, son fils, avait hérité de son sentiment d'entitlement, mais pas de sa réussite financière, et avait un problème de jeu que la famille faisait semblant de ne pas voir. Mon histoire avec l'aide financière dans la famille m'avait rendu cynique. Quand Jason avait eu besoin de 5 000 € pour une cure de désintoxication il y a 3 ans, j'avais vidé mon modeste compte d'épargne pour l'aider, pour découvrir des mois plus tard qu'il n'avait jamais réellement suivi de traitement. Quand Lisa avait eu besoin d'aide pour les frais de son mariage, j'avais mis 2 000 € sur ma carte de crédit qu'elle avait promis de rembourser après sa lune de miel. 5 ans plus tard, j'attendais toujours. Quand mon père avait eu besoin d'un prêt pour réparer son toit après une tempête, je lui avais envoyé ce que je pouvais, pour voir ensuite des photos de lui et Stéphanie en vacances à Cancun le mois suivant. La seule personne qui connaissait toute l'ampleur de ces trahisons était ma meilleure amie Charlotte. Nous nous étions rencontrés à l'université et, contrairement à la plupart des relations de ma vie, la nôtre était restée constante. Charlotte travaillait comme infirmière, comprenait la difficulté et ne jugeait jamais mes sentiments compliqués envers ma famille. Elle était la voix de la raison quand je sentais l'amertume monter, me rappelant que tout le monde n'était pas là pour profiter de moi. Au travail, les choses n'étaient pas beaucoup meilleures. Mon patron Arnold avait l'habitude de s'attribuer le mérite de mes idées pendant les réunions avec les clients. Mon collègue Derek partait systématiquement tôt, me laissant ramasser ses miettes, et pourtant il récoltait toujours les éloges que je méritais. Malgré le manque de reconnaissance,
je gardais la tête baissée et continuais à travailler dur, espérant que cela finirait par payer un jour. Acheter des tickets de loterie était mon seul petit plaisir, un rituel hebdomadaire que ma famille adorait moquer. Chaque vendredi, je m'arrêtais au petit magasin du coin et dépensais 10 € en tickets. Ma mère appelait ça une taxe sur les gens qui ne savent pas faire de calcul. Mon frère plaisantait en disant que je devrais lui donner l'argent directement au lieu de le gaspiller. Mon père me faisait des cours sur les probabilités et les statistiques. Mais il y avait quelque chose d'espoir dans ces tickets. Une minuscule chance de liberté que je ne pouvais pas me résoudre à abandonner, même après des années sans gagner plus de 20 € de temps en temps. J'avais des rêves, bien sûr. Je voulais voyager, voir des endroits au-delà du Nord-Ouest Pacifique. Je voulais reprendre des études, peut-être une maîtrise dans quelque chose qui me passionnait vraiment. Je voulais avoir assez d'épargne pour qu'une réparation de voiture imprévue ne me mette pas dans une spirale financière. Mais ces rêves semblaient de plus en plus lointains à l'approche de mes 35 ans, toujours en train de rembourser des prêts étudiants et portant une petite mais persistante dette de carte de crédit qui ne semblait jamais diminuer malgré mon budget rigoureux. Chaque mois était un numéro d'équilibriste entre factures, courses et le dîner occasionnel avec Charlotte. Je découpais des coupons, comparais les prix et savais exactement quel magasin avait la meilleure offre sur tout, du papier toilette au café. Je roulais dans une Corolla de 10 ans qui faisait un bruit inquiétant quand il pleuvait, mais je ne pouvais pas me permettre de la remplacer. J'avais maîtrisé l'art de paraître parfaitement bien tout en calculant constamment les coûts dans ma tête, me demandant si je pouvais me permettre de dire oui à une invitation ou si je devais inventer une excuse pour rester chez moi. C'était ma vie avant que tout change. Ordinaire, parfois difficile, parfois solitaire, mais stable à sa façon. Je n'avais aucune idée qu'un simple morceau de papier allait complètement bouleverser tout ce que je pensais savoir sur moi-même et sur les gens que j'appelais famille. Le jour où j'ai acheté le ticket gagnant était en fait mon 34e anniversaire. Je venais de terminer une semaine particulièrement épuisante au travail où Arnold s'était une fois de plus attribué le mérite de ma stratégie financière qui avait fait économiser des milliers d'euros à un gros client. Je me suis arrêté chez Gus, le petit magasin du coin, comme tous les vendredis, mais cette fois avec une légère variation dans ma routine. Joyeux anniversaire, Cassie, m'a lancé Gus en me voyant entrer. Gus était un gentil monsieur âgé qui tenait le magasin depuis plus de 30 ans. Il connaissait tous ses clients réguliers par leur prénom et avait toujours un mot gentil. Merci, Gus. Comme d'habitude, s'il te plaît, et peut-être un ticket en plus pour la chance, ai-je répondu en lui tendant 20 € au lieu de mes 10 habituels. Folie d'anniversaire. Peut-être que c'est ton jour de chance aujourd'hui, a-t-il dit avec un clin d'œil en me donnant mes tickets. Au lieu de mon habituel tirage rapide, j'ai décidé sur un coup de tête de choisir mes propres numéros. J'ai pris mon mois et jour de naissance, 3 et 16. L'anniversaire de ma mère, 12. Celui de mon père, 21. Celui de Martha, 9. Et celui de Charlotte, 30. 6 numéros qui représentaient les personnes les plus importantes de ma vie. Même celles qui m'avaient déçu. Ce soir-là, j'ai commandé à emporter dans mon restaurant thaï préféré, ouvert une bouteille de vin que Charlotte m'avait offerte pour mon anniversaire, et me suis installé pour une soirée tranquille seul. Le tirage de la loterie était à 20 h, mais j'y ai à peine prêté attention, faisant défiler les réseaux sociaux en voyant les publications d'amis qui fêtaient leur anniversaire de façon bien plus excitante que la mienne. À 20 h 30, je me suis souvenu des tickets et j'ai paresseusement pris mon téléphone pour vérifier les numéros, sans m'attendre à rien comme d'habitude. Le premier numéro correspondait, 3. J'ai souri légèrement. Le deuxième, 16. Mon rythme cardiaque s'est un peu accéléré. Le troisième, 12. Le quatrième, 21. À ce stade, mes paumes étaient moites. Le cinquième, 9. Je retenais mon souffle. Le sixième et dernier, 30. J'ai fixé mon téléphone pendant ce qui m'a semblé une éternité. Ça ne pouvait pas être vrai. J'avais du mal à lire. J'ai vérifié encore et encore. J'ai allumé la télévision et remonté jusqu'au tirage en direct. J'ai regardé chacun de mes numéros apparaître à l'écran l'un après l'autre. Mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber la télécommande. Impossible, ai-je murmuré dans l'appartement vide. Impossible. Selon le site de la loterie, j'étais l'unique gagnante de 47 millions d'euros. Après impôts, cela ferait environ 28 millions ou une somme inimaginable pour quelqu'un qui avait été excité le matin même par un coupon de 10% de réduction sur la lessive.
Je n'ai pas dormi du tout cette nuit-là. J'ai passé des heures à rechercher des gagnants de loterie en ligne. Ce que j'ai trouvé était troublant. Des histoires de gagnants dont la vie s'était effondrée après leur gain. Des familles déchirées par la cupidité. Des amis et parents éloignés surgissant de nulle part avec des histoires larmoyantes et la main tendue. Des gagnants ruinés en moins de 5 ans, plus malheureux qu'avant leur victoire. Un article appelait la loterie le chemin le plus rapide pour perdre tout ce qui compte pour vous. Au lever du soleil, j'ai pris ma décision. Je réclamerai l'argent, mais je n'en parlerai à personne. Ni à mes parents, ni à mes frères et sœurs, ni même à Charlotte. Du moins pas tout de suite. J'avais besoin de temps pour digérer ça, pour faire un plan, pour comprendre ce que cet argent signifierait pour ma vie avant que tout le monde essaie de me dire quoi en faire. Le lendemain matin, j'ai appelé malade au travail pour la première fois en 3 ans et j'ai pris rendez-vous avec Philippe Montgomery, un avocat spécialisé en planification financière et droit patrimonial. Son bureau se trouvait dans un gratte-ciel du centre-ville. Assise dans la salle d'attente avec mes vêtements ordinaires, serrant mon sac contenant le ticket gagnant, je me sentais comme une imposture. Mademoiselle Wilson m'a accueilli Philippe en me tendant la main. Il avait une 50aine d'années, des cheveux poivre et sel et des yeux gentils derrière des lunettes coûteuses. J'ai pris une profonde inspiration et posé le ticket sur son bureau. Ses yeux se sont légèrement agrandis en examinant le ticket. Puis il a hoché la tête professionnellement. Je vois. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Au cours des 2 heures suivantes, Philippe m'a expliqué mes options. Dans notre État, les gagnants de loterie pouvaient réclamer leur prix via des trusts ou des entités légales qui gardaient leur identité privée. Il m'a détaillé le processus de création d'un blind trust, le fonctionnement des impôts, et l'importance de constituer une équipe de conseillers financiers pour gérer une telle somme. La plus grosse erreur que font les gagnants, m'a-t-il dit, c'est d'en parler à trop de gens trop vite. Une fois que c'est fait, il n'y a plus de retour en arrière. J'ai hoché la tête, soulagé que mon instinct ait été le bon. En quittant le bureau de Philippe avec un dossier plein de documents et une liste de prochaines étapes, j'ai ressenti un étrange mélange d'excitation et d'appréhension. J'avais plus d'argent que je n'avais jamais rêvé. Pourtant, je ne pouvais partager cette nouvelle qui changeait ma vie avec personne. J'allais vivre une double vie, faisant semblant d'être la même comptable en difficulté alors que j'étais secrètement multimillionnaire. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai travaillé avec Philippe pour créer le trust, réclamer les gains et ouvrir des comptes d'investissement. Nous avons élaboré un plan financier complet qui garantissait que je n'aurais plus jamais à m'inquiéter pour l'argent. Même si je vivais jusqu'à 100 ans, l'argent était là, en sécurité sur des comptes sous mon contrôle. Pourtant, ma vie quotidienne restait inchangée. J'allais toujours au travail, me plaignais toujours des factures avec mes collègues, conduisais toujours ma vieille Corolla. Le secret commençait à peser sur moi. Je me surprenais à penser à ma famille. Serait-elle heureuse pour moi si elle savait? Respecterait-elle mes limites? Ou me verrait-elle simplement comme un distributeur automatique sur pattes? Les questions me hantaient, et peu à peu une idée a pris forme. Et si je pouvais découvrir comment ma famille réagirait à ma nouvelle richesse sans la révéler? Et si je pouvais tester leur caractère avant de décider à qui partager mon secret? Le plan s'est cristallisé une nuit alors que je fixais le plafond sans dormir. Je créerais un scénario où j'avais besoin d'aide financière. Pas une somme énorme, mais assez significative. J'approcherais chaque membre de la famille avec la même histoire, la même demande, et je verrais qui m'aiderait sans perspective de gain en retour. C'est seulement alors que je saurais qui méritait de faire partie de ma nouvelle vie. Le lendemain, j'ai revu Philippe pour m'assurer que mes finances étaient bien sécurisées avant de mettre mon plan en œuvre. Nous avions constitué un portefeuille d'investissement diversifié, créé des trusts pour des dons caritatifs futurs et ouvert un compte personnel modeste qui me permettrait d'accéder à des fonds sans éveiller les soupçons. La majeure partie de l'argent était investie en toute sécurité, intouchable par quiconque sauf moi. Tout est en ordre, m'a assuré Philippe en faisant glisser un dossier sur son bureau poli. Votre avenir financier est sécurisé. Vous pourriez arrêter de travailler demain si vous le vouliez. L'idée était tentante, mais je savais qu'un changement brutal de mode de vie soulèverait des questions auxquelles je n'étais pas prête à répondre. Je pense que je vais rester à mon poste pour l'instant, ai-je répondu. Du moins jusqu'à ce que je mette certaines choses au clair. Ce soir-là, j'ai invité Charlotte à dîner. Assise sur mon petit balcon avec un verre de vin, j'ai décidé de lui partager une partie de mon plan.
Je ne pouvais pas tout garder pour moi, et je lui faisais plus confiance qu'à quiconque. Je pense faire une sorte d'expérience avec ma famille, ai-je commencé prudemment. Charlotte a haussé un sourcil. J'ai pris une profonde inspiration. Je vais leur dire que j'ai perdu mon emploi et que j'ai besoin d'aide financière, juste pour voir qui se soucie vraiment assez de moi pour m'aider quand j'en ai besoin. L'expression de Charlotte est passée de la curiosité à l'inquiétude. Cassie, ça semble manipulateur. Pourquoi faire ça? Parce que je suis fatigué d'être la seule à aider quand les autres en ont besoin, ai-je répondu sans tout à fait croiser son regard. Mentir pour tester les gens, ça ne te ressemble pas. Charlotte a posé son verre de vin. Pourquoi ne pas simplement leur demander comment ils se sentent à ton égard? Avoir une conversation honnête. J'ai ri sans humour. Vraiment? Parce que ma famille est tellement douée pour les conversations honnêtes. Tu sais comment ils sont, Charlotte. Tu as vu comment ils me traitent. Quand même, ça me semble mal. Qu'est-ce que tu essaies de prouver? Je n'essaie pas de prouver quoi que ce soit, ai-je insisté, même si ce n'était pas entièrement vrai. Je veux juste savoir qui se soucie vraiment de moi et qui me voit comme une ressource. Charlotte a secoué la tête. Je pense que tu vas te faire plus de mal qu'à eux avec ça. Mais je connais ce regard dans tes yeux. Tu as déjà pris ta décision. Elle avait raison. J'avais passé la journée à peaufiner mon histoire, m'assurant qu'elle soit crédible sans être trop dramatique pour éveiller les soupçons. Je dirais à tout le monde que l'agence de marketing où je travaillais avait soudain fermé après avoir perdu ses plus gros clients. Je dirais que j'avais besoin de 5 000 € pour couvrir le loyer et des frais médicaux jusqu'à ce que je trouve un nouveau poste. C'était une somme importante, mais pas exorbitante, et certainement pas au-delà des moyens de la plupart des membres de ma famille. J'ai fait une liste de toutes les personnes que j'allais approcher, ma mère Diane et mon beau-père Warren, mon père Grégory et ma belle-mère Stéphanie, ma sœur Lisa et son mari Paul, mon frère Jason, ma tante Martha, ma tante Heather et mon cousin Ryan. 10 personnes, toutes celles qui s'étaient tournées vers moi pour de l'aide à un moment ou à un autre. Toutes celles que j'avais soutenues financièrement ou émotionnellement quand elles en avaient eu besoin. Le lendemain, j'ai répété mon histoire avec Charlotte, qui a accepté à contre-cœur de m'aider malgré ses réticences. Il faut que tu paraisses vraiment bouleversé, mais pas désespéré, m'a-t-elle conseillé. Et des détails précis près sur la fermeture de l'entreprise. Il risque de poser des questions. J'ai hoché la tête en prenant des notes. Et ta recherche d'emploi? Ils vont poser des questions là-dessus. J'ai postulé partout, mais le marché est difficile, surtout pour les postes spécialisés en comptabilité. J'ai quelques entretiens prévus, mais rien de sûr pour l'instant. Et mon fonds d'urgence est épuisé à cause de tests médicaux récents. J'avais pensé à chaque détail, créant un scénario qui susciterait de la sympathie sans trop de questions. Alors que je finalisais mon plan, j'ai ressenti une pointe de culpabilité. Charlotte avait-elle raison? Était-ce manipulateur et mal? Mais ensuite je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais vidé mes économies pour aider ces mêmes personnes, souvent à grands coûts personnels, et ma détermination s'est renforcée. Ce n'était pas seulement un test. C'était une protection pour moi et pour mon avenir. J'ai fait une liste de prédictions sur la façon dont chaque personne réagirait. Ma mère proposerait probablement de l'aide, mais moins que ce dont j'avais besoin. Mon père me ferait la leçon sur la responsabilité financière, mais pourrait envoyer une petite somme. Lisa dirait qu'elle ne pouvait pas aider à cause des frais des enfants. Jason dirait certainement qu'il n'avait pas d'argent. Warren et Stéphanie refuseraient catégoriquement. Tante Heather me jugerait pour mes mauvais choix de vie. Cousin Ryan promettrait de l'aide qui ne se matérialiserait jamais. La seule personne pour qui j'avais un réel espoir était tante Martha. Malgré ce qu'elle avait le moins à donner, elle avait toujours été la plus généreuse avec ce qu'elle possédait. Mais même avec elle, j'essayais de garder mes attentes basses. 5 000 € représentaient beaucoup pour une enseignante vivant seule. Le plan était prêt. Au cours de la semaine suivante, je contacterai chaque membre de la famille individuellement, leur raconterai la même histoire, et verrai qui se manifesterait. C'est seulement alors que je déciderai qui méritait de connaître mon gain à la loterie. C'est seulement alors que je saurai qui se souciait vraiment de moi au-delà de ce que je pouvais leur apporter. Avec un mélange d'anticipation et d'appréhension, j'ai pris mon téléphone et passé le premier appel. Il était temps de découvrir qui était ma vraie famille. J'ai décidé d'appeler ma mère en premier.
Diane s'était toujours vantée d'être une mère attentionnée, nous rappelant souvent comment elle avait sacrifié ses propres rêves pour élever ses enfants. Si quelqu'un devait m'aider, pensais-je, ce serait elle. Mes mains tremblaient légèrement quand j'ai composé son numéro. Elle a répondu à la 3e sonnerie, l'air distrait. « Salut, maman », ai-je dit en forçant ma voix à paraître tendue. « Cassie, tout va bien ? Tu as l'air bouleversée. » J'ai lancé mon histoire préparée, lui racontant la fermeture soudaine de l'entreprise, le salaire perdu et ma situation financière précaire. Pendant que je parlais, j'entendais sa respiration changer, devenir plus inquiète à chaque détail. « Oh, ma chérie, c'est terrible », a-t-elle dit quand j'ai terminé. « Tu as demandé le chômage ? Et ton fonds d'urgence ? » J'ai expliqué que le chômage prendrait des semaines à être traité et que mon fonds d'urgence avait été vidé par des tests médicaux récents pour des symptômes inquiétants. Je n'ai pas précisé de quels symptômes il s'agissait, laissant son imagination combler les blancs. Je déteste demander ça, maman, mais j'ai besoin d'aide. Environ 5 000 € pour couvrir le loyer et les frais médicaux jusqu'à ce que je trouve quelque chose de nouveau. Je te promets que je te rembourserai dès que je pourrai. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Oh, Cassie, tu sais que Warren et moi venons juste de faire un acompte pour la maison au bord du lac. On est plutôt à sec en ce moment. Sa voix a pris un ton légèrement défensif. Tu as demandé à ton père ? Ou à Lisa ? Paul gagne bien sa vie à l'hôpital. J'espérais éviter de demander à papa, ai-je répondu sincèrement. Et Lisa a les enfants et leurs frais de scolarité privés. Eh bien, je vais en parler à Warren et voir ce qu'on peut faire, a-t-elle dit finalement. Mais je ne peux rien promettre. Tu sais à quel point il est strict avec l'argent, surtout quand il s'agit de enfin, tu vois. Oui, je voyais. Warren n'avait jamais considéré que j'étais sa responsabilité, faisant clairement comprendre dès le début que son argent était pour ma mère et pour les enfants qu'ils pourraient avoir ensemble, ce qu'ils n'ont jamais fait. Bien sûr, maman. Tiens-moi juste au courant dès que possible. Le loyer est dû la semaine prochaine. Je le ferai, ma chérie. Et je suis vraiment désolé pour ton travail. Ces choses finissent toujours par s'arranger pour le mieux. Peut-être que c'est un signe que tu devrais envisager de changer de carrière pour quelque chose de plus stable. Après avoir raccroché, j'ai noté sa réponse dans un carnet que j'avais commencé pour cet exercice. Elle avait exprimé de l'inquiétude, mais avait immédiatement cherché à passer la responsabilité à quelqu'un d'autre. Elle n'avait pas refusé catégoriquement, mais je soupçonnais que sa conversation avec Warren aboutirait commodément à leur incapacité à aider. Le lendemain, j'ai retrouvé mon père Grégory pour un café. J'avais choisi un lieu public, pensant qu'il serait moins susceptible de réagir négativement dans un tel cadre. « Tu as l'air fatigué », a été son salut quand je me suis assise en face de lui. J'ai esquissé un faible sourire et lancé mon histoire. Son visage est resté impassible pendant que je parlais, hochant parfois la tête ou fronçant les sourcils à certains détails. Quand j'ai terminé en demandant de l'aide pour les 5 000 €, il s'est adossé à sa chaise et a croisé les bras. « Cassandra, je t'ai toujours appris la responsabilité financière », a-t-il commencé, passant à sa voix de professeur. C'est exactement pourquoi je t'ai dit de garder 6 mois de dépenses en réserve à tout moment. Qu'est-il arrivé à ce plan ? La vie est arrivée, papa, ai-je répondu en essayant de garder la frustration hors de ma voix. Facture médicale, réparation de voiture, tout le monde ne peut pas mettre autant d'argent de côté. Il a soupiré lourdement. Et maintenant tu attends que les autres te sortent du pétrin. Et tes habitudes de dépenses ? As-tu vraiment besoin de cet appartement dans ce quartier ? Et ton abonnement câble et ses services de streaming ? Pendant les 20 minutes suivantes, il m'a fait la leçon sur la planification financière, le marché du travail et l'importance de vivre en dessous de ses moyens. Pas une seule fois il n'a proposé d'aide concrète. Il m'a tapoté la main avec condescendance. Ce sera une bonne leçon pour toi. Parfois il faut toucher le fond avant de faire les changements nécessaires. J'ai hoché la tête, retenant des larmes qui étaient en partie sincères. Même en m'attendant à cette réponse, ça faisait mal de l'entendre rejeter mes besoins si facilement. Ma sœur Lisa était la suivante. Je suis allé chez elle dans sa belle maison de banlieue un samedi après-midi. Son mari Paul était au golf, nous laissant en privé pour parler. « Cassie, quelle surprise !» a-t-elle exclamé en ouvrant la porte. Les enfants sont à leur cours de natation. Entre. Sa maison était impeccable,
avec des meubles coûteux et des photos de famille professionnelles encadrées sur tous les murs. Assise dans sa cuisine gastronomique en sirotant des lattes préparées avec sa machine à espresso professionnelle, je lui ai raconté ma situation. « Oh mon Dieu, c'est horrible », a-t-elle soufflé en tendant la main par-dessus l'îlot en granit pour serrer la mienne. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient fermé comme ça. Ma pauvre. Sa sympathie semblait sincère, et pendant un instant, j'ai eu de l'espoir. Puis j'ai mentionné avoir besoin d'emprunter 5000 €. Oh, a-t-elle dit, son expression changeant légèrement. Eh bien, ce n'est pas vraiment le bon moment. On vient juste d'acheter la nouvelle Audi le mois dernier, et les frais de scolarité des enfants étaient dus. En plus, on refait la salle de bain principale. Elle a jeté un regard nerveux autour d'elle. Paul gère la plupart de nos finances, et il est vraiment strict sur notre budget. Je comprends, ai-je dit doucement. Je ne demanderais pas si je n'étais pas désespéré. Je sais, a-t-elle répondu rapidement. Laisse-moi en parler à Paul et voir ce qu'on peut faire. Peut-être qu'on peut t'aider avec une somme plus petite. Ou peut-être que tu pourrais venir vivre chez nous temporairement. La chambre d'amis sert de débarras en ce moment, mais on pourrait la vider. J'ai remercié pour l'offre, mais expliqué que déménager serait difficile avec ma recherche d'emploi centrée en ville. Elle m'a promis de m'appeler après avoir parlé à Paul, mais sa façon d'éviter mon regard m'a tout dit. Mon frère Jason a peut-être été le plus décevant. Après lui avoir envoyé un texto détaillé sur ma situation, il a répondu par un message bref. Ça craint, Frangine. Je suis vraiment à sec en ce moment. On s'appelle plus tard. Il ne l'a jamais fait. Mes messages de suivi sont restés sans réponse. Quand j'ai essayé de l'appeler directement, les appels sont allés droit sur sa messagerie vocale. Ça, venant du même frère qui m'avait emprunté des milliers d'euros au fil des ans, toujours avec des promesses larmoyantes de remboursement qui ne se matérialisaient jamais. Ma belle-mère Stéphanie a été directe quand je l'ai appelée, sans même feindre la sympathie. Cassandra, je suis sûr que c'est difficile, mais Warren et moi ne sommes pas en position d'aider. Peut-être que c'est une opportunité pour toi d'apprendre de meilleures compétences de gestion financière. As-tu envisagé de réduire la taille de ton appartement ou de prendre un colocataire? Quand j'ai fait remarquer que je les avais aidés pour les réparations de leur maison de vacances l'année dernière, elle s'est raidie. C'était différent. C'était une propriété familiale que tu utilisais aussi. Le fait que je n'avais été invité à la maison de vacances qu'une seule fois en 5 ans ne semblait apparemment pas compter. Mon beau-père Warren a été encore pire. Tu n'es pas ma fille, a-t-il dit clairement quand je l'ai appelé. J'ai soutenu ta mère pendant des années, mais tes problèmes financiers sont les tiens. Peut-être aurais-tu dû choisir une carrière plus lucrative. Mon cousin Ryan a semblé sympathique au début, promettant qu'il m'allait certainement aider. Il a même suggéré de déjeuner pour me donner un chèque. Mais le jour venu, il m'a envoyé un texto une heure avant pour dire qu'un imprévu l'empêchait de venir et qu'il reporterait. Il ne l'a jamais fait et a fini par arrêter de répondre à mes messages. La réponse de tante Heather était peut-être la moins surprenante mais toujours douloureuse. Eh bien, Cassandra, j'ai toujours dit que ton entreprise semblait instable. J'ai dit à ton père que tu aurais dû prendre ce poste à la banque après l'université, mais personne ne m'écoute. Elle a ensuite passé 20 minutes à me raconter toutes les difficultés financières que d'autres membres de la famille avaient traversées et comment ils les avaient surmontées sans mendier d'aide. Le soir venu, j'avais reçu un message de ma mère disant que tante Heather racontait à tout le monde mon irresponsabilité financière. Après une semaine de refus, de demi-promesses et de silence total, j'étais émotionnellement épuisé. L'expérience avait confirmé mes pires craintes sur ma famille. Mais la réalité restait douloureuse à accepter. Cette personne qui m'avait demandé et obtenu mon aide à de nombreuses reprises au fil des ans n'ont pas pu ou voulu me rendre l'appareil quand j'en avais besoin. Puis mon téléphone a sonné. C'était tante Martha. Cassie, ma chérie, je viens d'avoir ta mère au téléphone à propos de ton travail. Tu vas bien? Sa voix était chaude, pleine d'une réelle inquiétude. Je n'avais pas encore contacté Martha, prévoyant de l'appeler le lendemain. Le fait qu'elle m'ait appelé en premier après avoir entendu parler de ma situation de seconde main en disait long. Je tiens le coup, ai-je répondu. L'émotion dans ma voix était maintenant entièrement réelle. Écoute, je veux t'aider. On peut déjeuner demain? C'est moi qui régale, bien sûr. Le lendemain, nous nous sommes retrouvés dans un petit dîner près de son appartement.
Martha avait exactement la même apparence que toujours, ses cheveux argentés attachés en queue de cheval simple, Jean et cardigan aux boutons dépareillés. Elle m'a serré très fort dans ses bras avant qu'on s'assoie. Je suis tellement désolé pour ton travail, ma chérie. Cette entreprise ne te méritait pas de toute façon. Pendant qu'on mangeait, elle m'a posé des questions réfléchies sur ma recherche d'emploi et m'a proposé de contacter d'anciens collègues qui avaient des relations dans le monde des affaires. Puis, après que nos assiettes ont été débarrassées, elle a fouillé dans son sac et en a sorti une enveloppe. Je veux que tu prennes ça, a-t-elle dit en la faisant glisser sur la table. C'est 3000 €. Je sais que ce n'est pas la somme totale dont tu as besoin, mais ça devrait t'aider pour le loyer au moins. J'ai fixé l'enveloppe, choqué. Martha, je ne peux pas prendre ça. C'est trop. Baliverne. La famille est de la famille. Et je veux que tu saches autre chose. Elle a tendu la main par-dessus la table et pris la mienne. Si tu as besoin d'un endroit où vivre pour économiser sur le loyer, mon canapé se déplie en lit. Ce n'est pas luxueux, mais tu es la bienvenue aussi longtemps que nécessaire. Des larmes ont rempli mes yeux, et cette fois elles étaient complètement sincères. Merci, ai-je murmuré, submergé par sa générosité. Ne t'inquiète pas de me rembourser tout de suite, a-t-elle continué. Remets-toi d'abord sur pied. Trouve un travail que tu aimes vraiment cette fois. La vie est trop courte pour travailler quelque part qui ne t'apprécie pas. En quittant le dîner, Martha m'a serré dans ses bras une fois de plus. Tu vas t'en sortir, Cassie. Tu es intelligente et capable. Ce n'est qu'un obstacle sur la route. En rentrant chez moi, j'ai serré l'enveloppe contenant 3000 € au plus d'argent que je ne savais que Martha pouvait se permettre de donner confortablement. Le contraste entre sa réponse et celle du reste de ma famille ne pouvait pas être plus frappant. La seule personne qui avait offert une aide sincère était celle qui avait le moins à donner. Après ma rencontre avec Martha, j'ai fait des recherches qui m'ont laissé stupéfaite. Les 3000 € représentaient presque toutes ses économies, et j'ai découvert qu'elle gérait discrètement des complications de diabète de type 2. Le coût de ses médicaments avait récemment augmenté, et elle prenait des cours particuliers supplémentaires pour joindre les deux bouts. Cette connaissance m'a frappé comme un coup physique. Martha, qui avait si peu, m'avait donné presque tout ce qu'elle possédait sans hésitation ni condition. Pendant ce temps, ma mère, qui venait de dépenser 8000 € pour rénover sa salle de bain, ne pouvait pas se séparer de 5000 € pour aider sa fille avec le loyer et des frais médicaux. Le lendemain, j'ai invité Martha à dîner chez moi. Alors qu'elle s'installait sur mon vieux canapé, j'ai remarqué pour la première fois à quel point elle paraissait fatiguée, les fines lignes autour de ses yeux plus profondes que dans mon souvenir. Martha, il faut que je te dise quelque chose, ai-je commencé en posant une tasse de thé devant elle. Je n'ai pas été complètement honnête avec toi. Son expression est restée ouverte, curieuse plutôt qu'inquiète. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Je n'ai pas perdu mon emploi. L'entreprise va bien. J'ai toujours mon poste. Les mots sont sortis rapidement. J'ai inventé cette histoire pour voir qui dans la famille m'aiderait si j'en avais vraiment besoin. Martha est restée silencieuse un moment, puis a hoché lentement la tête. Je vois. Tu es en colère contre moi, ai-je demandé soudain, craignant de perdre la seule relation authentique que j'avais découverte grâce à cette expérience. Elle a réfléchi à la question. Non, pas en colère. Triste, peut-être triste que tu aies senti le besoin de tester les gens comme ça. Elle a pris une gorgée de thé. Mais je comprends pourquoi tu l'as fait. Notre famille n'a pas toujours été gentille avec toi. Tu es la seule qui a proposé de m'aider. Je lui ai raconté que tous les autres avaient trouvé des excuses ou m'avaient complètement ignoré. Martha a soupiré. Les gens te montrent qui ils sont quand donner devient gênant. J'ai appris cette leçon à mes dépens. Que veux-tu dire? Elle a posé sa tasse et croisé les mains sur ses genoux. Mon ex-mari, Robert, je t'ai déjà raconté pourquoi on a vraiment divorcé? J'ai secoué la tête. L'histoire familiale avait toujours été vague. Quelque chose sur le fait de s'éloigner. J'ai reçu un petit héritage quand ma grand-mère est morte, environ 50 000 €. Pas une fortune, mais important pour nous à l'époque. Robert a immédiatement eu toutes sortes de plans pour cet argent, principalement investir dans les projets d'affaires d'un ami. Elle a souri avec amertume. Moi je voulais le garder pour notre avenir, peut-être acheter une petite maison un jour. On s'est disputé pendant des mois à ce sujet. Qu'est-ce qui s'est passé?
Un jour, j'ai découvert qu'il avait falsifié ma signature et retiré la plus grande partie de l'argent. Le temps que je m'en rende compte, il était parti, investi dans un restaurant qui a coulé en un an. Elle a secoué la tête au souvenir. Quand je l'ai confronté, tu sais ce qu'il m'a dit? Que c'était notre argent, pas seulement le mien, et qu'il avait autant le droit d'y toucher que moi. Comme si mon nom sur l'héritage ne signifiait rien. J'étais choqué. Je n'en avais aucune idée. La famille préférait l'histoire du on s'est éloigné. Moins salissant. Elle a pris ma main. Le point, c'est que j'ai appris que certaines personnes te voient comme une ressource plutôt que comme une personne. Et c'est une leçon douloureuse. Je suis tellement désolé que ça te soit arrivé, ai-je dit en serrant sa main. C'était il y a longtemps, mais ça m'a appris quelque chose d'important sur l'argent dans les relations. Elle m'a regardé intensément. Ces mots ont profondément résonné en moi. À cet instant, j'ai pris une décision. Martha, il y a autre chose que je dois te dire. Quelque chose d'énorme. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai gagné à la loterie il y a 3 semaines. 47 millions d'euros. Ses yeux se sont agrandis, mais elle est restée silencieuse, attendant que je continue. Je n'en ai parlé à personne d'autre. Ni à mes parents, ni à Lisa ou Jason, ni même à Charlotte. Tu es la première à le savoir. Oh, Cassie, a-t-elle soufflé. C'est bouleversant. Je sais. Et c'est pour ça que j'ai fait ce test. J'avais besoin de savoir qui serait là pour moi sans connaître l'existence de l'argent. Martha a hoché lentement la tête. Je comprends ça. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ce que j'essaie de comprendre. L'argent est en sécurité et j'ai de bons conseillers financiers, mais je ne sais pas comment gérer la famille. Martha a réfléchi. Mais je veux t'aider, ai-je insisté. Tes frais médicaux, un meilleur appartement, tout ce dont tu as besoin. Elle a souri doucement. Je n'ai besoin de rien de toi, ma chérie. Je suis heureuse de ma vie. Mon appartement est petit, mais rempli de choses que j'aime. Ma voiture roule la plupart du temps. J'ai mes élèves et mes livres, et maintenant ce merveilleux secret avec ma nièce préférée. Elle m'a tapoté la main. Son désintéressement m'a fait monter les larmes aux yeux. Voici quelqu'un qui m'avait donné presque tout ce qu'elle avait quand elle pensait que j'en avais besoin, et qui maintenant ne demandait rien en retour alors qu'elle savait que j'avais des millions. Alors que nous continuions à parler tard dans la nuit, le contraste entre Martha et le reste de ma famille est devenu encore plus frappant. Pendant que je menais mon expérience, la nouvelle de mes prétendus problèmes financiers s'était répandue dans la famille. Au lieu de susciter de l'inquiétude, cela avait surtout généré des ragots et des jugements. Mon téléphone vibrait avec un texto de ma mère. Un autre est venu de mon père. Stéphanie me dit que tu demandes de l'aide à tout le monde. C'est exactement le genre de comportement irresponsable contre lequel je t'avais mis en garde. La famille avait transformé ma demande d'aide en preuve de mes défauts de caractère plutôt qu'en une occasion de montrer de la compassion. Et ce faisant, ils avaient révélé tout ce que j'avais besoin de savoir sur la vraie nature de nos relations. Le matin après ma conversation avec Martha, j'ai revu Philippe pour discuter de mes plans financiers à long terme. Maintenant que j'avais de la clarté sur mes relations familiales, je pouvais prendre des décisions pour mon avenir les yeux ouverts. Je veux créer un trust pour ma tante Martha, ai-je dit. Quelque chose qui couvrira ses frais médicaux et lui assurera une retraite confortable, mais de façon à ce que ça ressemble à un cadeau plutôt qu'à de la charité. Elle est très fière. Philippe a hoché la tête en prenant des notes. On peut le structurer comme un trust familial qui fournit une allocation mensuelle. Elle n'aurait pas à gérer une grosse somme d'un coup, ce qui peut être écrasant pour quelqu'un qui n'est pas habitué à la richesse. Parfait. Et je veux lui acheter une petite maison près de l'endroit où je déciderai de vivre. Rien d'extravagant, juste confortable et accessible pour quelqu'un ayant des problèmes de santé. Nous avons passé l'heure suivante à discuter de stratégies d'investissement, de fondations caritatives et de ma propre situation de vie. J'avais décidé de donner ma démission à mon poste de comptable et de me concentrer sur la création d'une organisation à but non lucratif visant à aider les personnes âgées vivant seules. Inspiré par la situation de Martha et par tant d'autres comme elle. Et le reste de votre famille, a demandé Philippe prudemment. Comptez-vous leur parler de votre gain? J'ai secoué la tête. Pas pour l'instant. Peut-être jamais.
Mais je veux organiser une réunion familiale pour mettre les choses au clair sur mes prétendus problèmes financiers. Plus tard dans la journée, j'ai appelé Charlotte et lui ai enfin raconté toute la vérité, le gain à la loterie et l'expérience familiale. Après son choc initial, elle a compris pourquoi j'avais gardé le secret. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, a-t-elle demandé. Tu vas devenir l'une de ces millionnaires excentriques qui continuent à découper des coupons et à conduire une voiture pourrie? J'ai ri. Non, mais je ne vais pas non plus commencer à acheter des Bentley du jour au lendemain. Je veux que cet argent ait un sens, qu'il fasse du bien. En commençant par Martha. Elle le mérite. Charlotte était d'accord. Et les autres? Ceux qui ont échoué à ton test. Je suis encore en train de réfléchir. J'ai convoqué une réunion familiale pour ce week-end. Je leur ai dit que j'avais une annonce importante. Quand le dimanche est arrivé, j'ai été surprise de voir tout le monde se présenter à mon appartement. Ma mère et Warren, mon père et Stéphanie, Lisa et Paul, même Jason qui m'avait ignoré pendant des semaines. Tante Heather est arrivée avec son froncement de sourcils habituel déjà en place. Tante Martha est venue en dernier, me faisant un sourire secret en entrant. Alors que tout le monde s'installait dans mon petit salon, regardant autour d'eux avec divers degrés de curiosité et de jugement, je me suis tenu devant eux, me sentant étrangement calme. Merci à tous d'être venus, ai-je commencé. Je sais qu'il y a eu des rumeurs sur ma situation financière, et je voulais les aborder directement. Ma mère s'est agitée, mal à l'aise. Jason s'est soudain intéressé à son téléphone. Lisa et Paul ont échangé des regards. La vérité, c'est que je vais bien. J'ai trouvé un nouveau travail mieux payé avec de meilleurs avantages. C'était techniquement vrai, je venais de me nommer directrice exécutive de ma nouvelle fondation avec un salaire modeste. Je vais prendre ce poste le mois prochain. Eh bien, c'est une excellente nouvelle, a dit ma mère avec un soulagement évident. On s'est tous tellement inquiétés. J'ai remarqué plusieurs visages se détendre dans la pièce. Ils étaient venus s'attendant soit à ce qu'on leur redemande de l'argent, soit peut-être à organiser une sorte d'intervention sur mes habitudes financières. Au lieu de cela, ils recevaient de bonnes nouvelles qui ne leur demandaient rien. Alors pourquoi tout ce drame à propos du besoin d'argent, a demandé mon père d'un ton accusateur. Pourquoi demander de l'aide à tout le monde si tu avais un emploi en vue? J'ai soutenu son regard calmement. Le poste s'est concrétisé récemment. Et quand j'étais en difficulté, j'ai tendu la main à ma famille. C'est censé être le rôle de la famille, non? Un silence gêné s'est installé dans la pièce. Eh bien, nous avons tous nos propres engagements financiers, a dit Stéphanie sur la défensive. Ce n'est pas toujours possible d'aider, même quand on le veut. Bien sûr, ai-je acquiescé. Nous devons tous faire des choix sur nos priorités. Je me suis tourné vers Jason. À ce propos, Jason, j'ai remarqué que tu n'as jamais répondu à mes messages quand j'avais besoin d'aide. Pourtant, tu n'as eu aucun problème à me demander 3 000 € l'année dernière pour ton loyer. Il a eu la décence d'avoir l'air gêné. J'étais dans une mauvaise passe et je n'avais pas d'argent à te donner. Tu n'as même pas pris la peine de me rappeler, ai-je fait remarquer. Ça, c'était gratuit. La réunion a continué sur ce ton, moi abordant calmement mais fermement l'hypocrisie et l'absence de soutien que j'avais vécu. Personne n'a admis la moindre faute. Il y a eu des excuses, des justifications, et même quelques tentatives de retourner le blâme contre moi pour avoir fait sentir tout le monde coupable. Alors qu'ils sortaient après une heure inconfortable, j'ai ressenti un étrange sentiment de clôture. Je ne leur avais pas parlé de mon gain à la loterie, mais je m'étais tenu debout pour moi-même d'une façon que je n'avais jamais faite auparavant. L'argent m'avait donné quelque chose peut-être plus précieux que la richesse elle-même, le courage de voir mes relations clairement et d'établir des limites en conséquence. Martha est restée après le départ de tout le monde, m'aidant à ranger les tasses à café et les assiettes. « Tu t'en es bien sorti », a-t-elle dit doucement. Ça n'a pas dû être facile. En fait, c'était plus facile que prévu, ai-je répondu. Pour la première fois, je n'avais pas peur de les décevoir parce que j'ai réalisé que leur opinion de moi n'a jamais été basée sur qui je suis vraiment. Martha a souri. C'est une prise de conscience puissante. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, ai-je dit, on commence à chercher des maisons pour nous deux. 1 an plus tard, ma vie était méconnaissable par rapport au jour où j'avais découvert ces numéros gagnants.
J'avais déménagé dans une belle mais modeste maison dans un quartier calme, avec un jardin qui m'apportait de la joie chaque matin. À seulement 3 rues de là se trouvait la nouvelle maison de Martha, une maison de plein pied de style craftsman avec des portes larges pour accueillir son déambulateur les jours où son diabète rendait la marche difficile. Mon organisation à but non lucratif, Second Family, avait grandi au-delà de mes attentes. Nous fournissions de la compagnie, des réparations domiciliaires et une assistance financière aux personnes âgées vivant seules, avec un accent particulier sur celles qui étaient brouillées avec leur famille. Le travail était gratifiant d'une façon que ma carrière de comptable n'avait jamais été, et nous avions déjà aidé plus de 200 seniors dans notre ville. Charlotte avait finalement rejoint l'organisation en tant que coordinatrice de sensibilisation, apportant son expertise infirmière et sa nature compatissante à notre mission. Elle et moi avions toujours nos soirées vin hebdomadaires, mais maintenant elles se déroulaient sur ma terrasse confortable plutôt que dans mon petit appartement. Ma relation avec ma famille s'était transformée en quelque chose de plus distant, mais aussi de plus honnête. Je maintenais un contact occasionnel avec la plupart d'entre eux à appels polis pour les anniversaires et réunions de fête, mais la prétention de proximité avait disparu. Sans l'attente d'une intimité émotionnelle qui n'avait jamais vraiment existé, nos interactions étaient devenues moins douloureuses. Aucun d'eux ne connaissait mon gain à la loterie. À leurs yeux, j'avais simplement trouvé le succès avec ma nouvelle carrière dans la gestion d'une organisation à but non lucratif. Ils semblaient accepter cette explication sans trop de curiosité sur les détails, ce qui m'en disait long sur leur intérêt pour ma vie. Il y avait eu des moments de tentation de révéler la vérité, particulièrement quand Jason appelait pour demander de l'argent pour une nouvelle aventure professionnelle, ou quand Lisa se plaignait du coût de la rénovation de sa cuisine. Mais chaque fois, je me souvenais du silence quand j'avais eu besoin d'aide, et le choix devenait clair. Curieusement, il y avait eu des occasions où des membres de la famille avaient vraiment eu besoin d'aide. Quand mon père avait eu une légère crise cardiaque et s'était retrouvé avec des factures médicales inattendues, j'avais payé anonymement via le fonds d'assistance aux patients de l'hôpital. Quand mon cousin Ryan était enfin entré en cure pour son addiction au jeu, j'avais fait un don anonyme pour couvrir son traitement. Ils n'ont jamais su la source de ces cadeaux, et je préférais qu'il en soit ainsi. Martha et moi dînions ensemble au moins 2 fois par semaine. Sa santé s'était considérablement améliorée grâce à des soins médicaux appropriés et moins de stress financier. Elle avait pris sa retraite de l'enseignement mais faisait du bénévolat dans un programme d'alphabétisation 3 jours par semaine, continuant à partager son amour des livres avec des enfants qui en avaient besoin. Tu sais ce qui m'étonne encore, a-t-elle dit un soir alors que nous étions assises sur sa véranda à regarder le coucher de soleil. À quel point tout aurait pu être différent si tu avais annoncé ton gain à la loterie tout de suite. J'ai hoché la tête en considérant cette réalité alternative. La famille serait soudain devenue très attentive et aimante, j'imagine. Et tu n'aurais jamais su ce qui était réel, a ajouté Martha. Cette connaissance, aussi douloureuse elle était, t'a donné la liberté. Elle avait raison. L'expérience avait été douloureuse mais éclairante. Elle m'avait montré qui méritait une place dans ma vie et qui ne le méritait pas. Elle avait révélé la vraie nature de relations que j'avais passé des années à essayer de renforcer malgré leur déséquilibre fondamental. La plus grande leçon que j'avais apprise n'était pas sur les autres, mais sur moi-même. Avant la loterie, je définissais ma valeur par ce que je pouvais donner aux autres. Essayant constamment de gagner l'amour par le sacrifice et la générosité, je m'étais laissé utiliser parce que je croyais que c'était ce que signifiait la famille, ce que l'amour exigeait. Maintenant je comprenais que l'amour véritable, le genre que Martha m'avait montré, ne tenait pas de compte. Il donnait librement sans attendre de retour, mais il respectait aussi les limites et la dignité. Il était honnête et constant, présent dans les bons comme dans les mauvais moments. J'avais initialement gardé mon gain secret par peur, craignant que l'argent ne corrompe mes relations. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est comment ce secret les clarifierait. Au lieu de les corrompre, il les avait dépouillés de toute prétention et révélé la vérité. L'argent n'avait pas changé qui étaient les gens. Il avait simplement éclairé qui ils avaient toujours été. Ma vie maintenant était riche d'une façon qui n'avait rien à voir avec mon compte en banque. J'avais un but à travers ma fondation, une connexion authentique avec Martha et Charlotte, et une compréhension difficile mais solide de ma propre valeur que aucune validation extérieure ne pouvait ébranler. Peut-être le plus important, j'avais la paix. L'anxiété constante à propos des finances qui avait été ma compagne de toujours avait disparu. Mais avec elle avait disparu aussi le besoin désespéré d'approbation de personnes incapables de la donner. J'avais construit une vie alignée sur mes valeurs plutôt que sur mes insécurités. Martha a tendu la main et m'a tapoté la main,
me ramenant au moment présent. Tu as bien fait, ma petite. Pas seulement avec l'argent, mais avec ce que tu as appris. J'ai souri, submergé de gratitude pour cette femme qui m'avait montré ce que la famille signifiait vraiment. J'ai eu une bonne professeure. Alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, peignant le ciel de teintes roses et dorées, j'ai pensé au voyage qui m'avait mené ici. Du choc de ces numéros correspondant à la douleur du rejet, jusqu'à la joie de créer quelque chose de significatif avec ma fortune inattendue, l'argent avait changé ma vie, oui, mais pas de la façon dont j'avais initialement craint ou espéré. Il m'avait simplement donné la liberté de voir clairement et de choisir sagement. La chose la plus précieuse que j'avais gagnée n'avait rien à voir avec des millions en banque. C'était la compréhension que les personnes qui méritent une place dans votre vie ne sont pas celles qui sont là quand vous avez tout à donner, mais celles qui restent quand vous n'avez rien à offrir d'autre que vous-même. Avez-vous déjà dû tester la loyauté de quelqu'un dans votre vie? Qu'avez-vous appris de cette expérience? Partagez vos histoires en commentaire ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, likez et abonnez-vous pour entendre d'autres vraies leçons de vie qui pourraient changer votre perspective. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que sa valeur ne se mesure pas à ce qu'il peut donner aux autres. Merci d'avoir écouté. Prenez soin de vous. Bonne chance.